Je suis escort girl depuis 8 ans. Je suis assistante sexuelle ou accompagnante sexuelle depuis 2 ans. Donc, je me suis spécialisée dans le travail du sexe avec des personnes handicapées. Et je suis aussi, par ailleurs, secrétaire générale du syndicat du travail sexuel en France, le STRAS. Quels étaient les éléments déclencheurs qui t'ont emmené dans cet univers? Ouf, c'est tout un processus, je pense, hein. Moi, disons que j'ai la chance de pas. J'ai manqué souvent d'argent dans ma vie, mais le moment où j'ai choisi d'aller vers le travail sexuel, c'était un moment qui n'était pas le moment de manque le plus important au niveau de l'argent. Donc, j'ai essayé de mettre beaucoup de soins autour de mon entrée dans ce milieu, du moins de mes premières expériences, pour ne pas avoir le sentiment d'être contrainte financièrement. Cependant, je viens d'un milieu assez pauvre, je suis partie assez jeune de chez moi aussi. J'ai connu la liberté sexuelle, mais avec un espèce de double discours qui disait oui, on est dans un univers où maintenant les femmes peuvent aller selon leur plaisir, etc. Et de l'autre côté, on disait t'as trop couché, maintenant tu vaux plus rien. Donc il y avait un peu ce double discours qui faisait que je me questionnais constamment, que j'avais un point de vue moral qu'on ne verrait peut-être pas aujourd'hui, hein, j'ai presque 40 ans. Mais les plus jeunes, peut-être, ne font pas face à ces trucs-là de la même façon. Et moi, à l'époque, j'avais l'impression de perdre de la valeur en couchant. Et donc, plus ça allait, plus j'étais déçue de qui j'étais, du fait que je ne pourrais jamais me caser, etc. Bon, ça a l'air un peu caricatural maintenant, mais à l'époque, en tout cas, ça faisait sens dans ma tête avec le contexte social. Et puis, un jour, il y a un mec avec qui j'étais, que moi j'affectionnais beaucoup les mecs qui n'avaient pas trop d'expérience en fait. Je les trouvais moins jugeants justement sur mon expérience. Et il y a un mec qui m'a dit, mais en fait, moi, c'est une valeur ajoutée le fait que tu aies cette expérience, que tu aies cette pédagogie avec moi, cette patience, cet intérêt pour une personne comme moi. C'est une valeur ajoutée. Pour moi, ça vaut plus. D'ailleurs, j'ai pensé aller voir une travailleuse du sexe à un moment parce que je me disais, mais si je fais jamais ma première fois, ça ira jamais, quoi. Et c'est comme ça que moi, j'ai mis un petit peu les pieds là-dedans. C'est avec cette réflexion autour de l'accessibilité à la sexualité, la valeur de la sexualité des femmes. Et je me suis rendu compte que je me sentirais mieux dans ces échanges-là, en tout cas avec ce type de personnes-là que j'affectionnais. Je trouvais les relations inégales et je me disais, s'ils me payaient, en fait, j'aurais l'impression que la relation serait plus égalitaire, qu'on reconnaîtrait finalement mon travail. Et voilà, au final, ça a changé ma sexualité personnelle, mais ça m'a fait mettre le pied dans l'escorting, mais à travers une forme d'escorting peut-être déjà un peu accompagnante. Pas forcément avec des personnes handicapées visiblement, mais il y avait beaucoup de personnes qui étaient puceaux tardifs, comme je les appelle, donc au-dessus de 25 ans, pas mal de personnes sur le spectre de l'autisme, pas mal de personnes avec une timidité maladive ou de l'anxiété généralisée. C'est le cœur de ma clientèle, c'était les gens que j'affectionnais beaucoup, donc je les ai visés en premier. J'imagine. Justement, pourquoi les handicapés, comment tu en as entendu parler justement? Que c'était Ah, possible? Alors, que c'était possible, c'est vrai que moi, je ne suis pas du tout du milieu du handicap. Donc, contrairement à pas mal d'accompagnantes sexuelles qui arrivent en formation au niveau de l'APAS, hein, de l'Association pour la promotion de l'accompagnement sexuel, elles viennent d'un milieu médico-social où elles ont vu des jeunes en difficulté ou des adultes qui n'arrivaient pas à se masturber ou des choses comme ça. Moi, en fait, je suis arrivée par le travail sexuel et on m'a dit, mais est-ce que tu accepterais de voir ce genre de personnes? Et forcément, moi, il y a eu une réflexion sur est-ce que je me sens compétente avec ce genre de personnes. Et c'est surtout cet endroit-là où il y a un peu le blocage qui vient du validisme, du fait qu'il y a déjà de l'exclusion des personnes handicapées dans les espaces publics. Mais moi, j'avais des amis handicapés, donc ce n'était pas quelque chose de complètement hermétique. Disons que je me posais plus des questions sur est-ce qu'au lit, je vais assurer avec eux? Est-ce que je ne vais pas dire des conneries? Est-ce qu'ils ne vont pas être déçus de la façon dont on va faire les choses? Est-ce que moi, je vais être capable de gérer cette déception de moi-même ou d'eux? Voilà. Donc, c'était des questions et finalement, cette clientèle-là n'était pas venue à moi, celle qui a un handicap physique important. Il n'y avait que finalement les personnes sur le spectre de l'autisme, des personnes avec des handicaps psy, mentaux assez légers, hein, mais quand même handicapants au niveau social. Et j'ai continué comme ça les 6 premières années de mon travail, qui était au Canada. Hein. Je suis canadienne d'origine, donc je vivais là-bas à cette époque-là, et j'ai immigré ensuite, et j'ai pris une pause dans le travail sexuel. Et à la même époque, donc c'est un peu une histoire un peu longue, mais ça explique quand même bien le processus. À la même époque, il y a une réalisatrice de cinéma québécoise qui a contacté le collectif avec lequel je travaillais pour faire une fiction sur l'accompagnement sexuel à partir d'un fait divers qu'elle avait vu en France de Gilles et Marcel Nuss, donc, qui démarrait la passe. Et elle nous a demandé au collectif si on voyait des personnes handicapées. C'est là que moi je suis intervenue en disant
je pense que j'ai des handicapés, mais je ne sais pas si ça correspond à ce que tu imagines. Et s'en s'est suivi vraiment des mois de discussions, une amitié, vraiment des échanges très, très intéressants qui m'ont mené, moi, à reprendre le travail sexuel en France, ce que je n'avais pas fait, j'avais fait une grande pause, mais pour les personnes handicapées d'abord, pour les personnes lourdement handicapées, avec le bouche à oreille de soignants ou de familles. Et j'ai décidé de suivre à ce moment-là la formation de la PAS pour bien avoir une compréhension des enjeux légaux en France, du contexte, avoir un cadre qui convienne aussi à ma vie familiale. Donc ça m'a donné des billes ensuite pour recommencer le travail sexuel de façon plus large en France. Voilà la petite histoire. Ah ouais, c'est très intéressant. Alors question un peu plus philosophique, Cybèle, à travers tes rencontres, qu'est-ce que toi tu as appris sur l'être humain? Oh oui, c'est vrai que c'est métaphysique là. En fait, je pense que l'être humain, c'est comme un pays parce que moi, je suis une grande voyageuse, j'ai beaucoup voyagé, j'ai passé les 12 premières années de ma vie adulte, 12-14, voilà, à être nomade, de ne pas avoir de résidence fixe à travers plusieurs pays. Et je voyais ça comme des pays à explorer. Chaque pays, j'avais pas envie de le surfer non plus, j'avais envie de me poser, d'explorer un peu ce que ça voulait dire. Et voilà, j'ai exploré un pays en France, c'est la conjugalité. Et là, ensuite, j'ai eu le pays du handicap, qui était un pays que j'ignorais beaucoup. Voilà, j'en avais vu à la télé, j'en avais vu des immigrés dans mon pays de valide, mais j'avais jamais vraiment vu des personnes de façon plus massive, hein, d'avoir des échanges, des points de vue. Et ce que je trouve très intéressant, c'est de voir, d'en apprendre sur moi, ma condition de femme ou de travailleuse du sexe, à travers les propres regards que les personnes handicapées ont sur elles-mêmes. Donc, pour être plus concrète, j'ai appris la même chose en regardant mes consoeurs trans, par exemple, militer et me rendre compte que j'avais des réflexes parfois d'oppresseurs. Et j'ai la même chose au niveau des personnes handicapées, forcément. Je vis dans un système qui est oppresseur. J'essaie de limiter l'oppression que je fais aux autres, mais bon, c'est pas, je ne peux pas m'en défaire complètement, c'est pas possible. Euh, et par exemple, au niveau du handicap, comme on a un système dans lequel certaines personnes ont complètement grandi, ils ont aussi cette vision que c'est le seul système possible et qu'ils développent des compétences pour naviguer, mais que dans ce système. Donc, on se retrouve avec des personnes qui ont des discours validistes très forts, comme chez les femmes, on a des femmes qui ont un discours misogyne très fort. Et de voir en fait les paroles des uns et des autres, en particulier sur le sujet de l'accompagnement sexuel, étant donné que c'est le sujet qui m'a le plus touchée. Donc j'ai voulu écouter les personnes qui étaient très favorables, les personnes qui étaient complètement contre, et essayer de trouver aussi toutes les nuances des argumentaires et de comprendre en fait cette espèce de vision d'un handicap, d'un monde moins validiste, de plus d'autonomie. Et je pense que ça, c'est des apprentissages qui sont transversaux, c'est-à-dire qu'on l'apprend sur une oppression et on peut commencer à aiguiser son regard, à aiguiser son attention pour l'observer dans d'autres oppressions, dans les oppressions de racisme, de transphobie ou de plutophobie même. Donc j'apprends pour mieux militer aussi, parce que je peux me mettre à la place des gens qui ne comprennent pas mon oppression, je pense. Un peu plus en tout cas. Justement, Cybèle, comment tu fais face aux critiques, justement à ceux qui te jugent? Est-ce que toi ça t'atteint, personnellement? Comment tu arrives à gérer, à canaliser ce genre de choses? Alors, il y a plusieurs cas de figure, je pense, parce qu'il y a les personnes qui viennent troller sous les vidéos qui sont partagées de moi, sachant que dans une production médiatique, s'il y a 80% de choses qui sont vraies et qui sont bonnes et qui n'ont pas été déformées, on est extrêmement heureux. Donc, je pense à la vidéo de France 3, voilà, partagée 30 millions de fois. Au début, j'ai lu les commentaires, on dit toujours il faut pas, il faut pas. Bon, après, il y a 20 commentaires à peu près qui reviennent en boucle sans arrêt. Ils sont toujours un peu les mêmes, qui sont un mélange de oh, il faut bien que quelqu'un s'y colle, les petits handicapés. Bon, voilà, ça c'est hyper validiste. 200 euros, c'est pas un boulet de canon, cette meuf quand même. Voilà, des commentaires sur mon style, mon look, ma présentation, mon physique. Des commentaires contre la position. En fait, il y en a qui sont dirigés contre moi, mais ils ne sont pas dirigés contre moi. Ils sont dirigés contre un système, une idée que les gens ont de ce que c'est. Donc, j'ai rapidement vu que, en fait, peu importe que moi j'existe en tant que personne vraiment, et que j'étais capable même de répondre à leurs commentaires, j'étais quand même déshumanisée, décharnée. J'étais pas là, j'étais une image, une construction de ce que eux ont envie de voir. Et forcément, quand on voit ça, c'est déjà plus facile de faire face à ces genres de commentaires. Et moi, il y a un moment où j'ai complètement déconnecté. Après, je trouve ça plus dur quand c'est des espaces où je suis en train d'intervenir et que quelqu'un vient dire, ben voilà, quand même les handicapés, on mérite mieux que cette mocheté. Voilà, c'est pas nécessaire de faire
de la violence gratuite, je te plais pas, tu me plais pas, ça va en fait. Chacun fait ses trucs. Après, je comprends beaucoup l'agacement des personnes handicapées qui se font parler d'assistance sexuelle ou d'accompagnement sexuel à chaque fois qu'ils souhaitent ouvrir des questions d'autonomie relationnelle, affective, de sexualité. Parce que c'est un gros problème, en France en tout cas, dans le discours public. Dès qu'on veut parler sexualité, handicap, on dit oh, assistante sexuelle, accompagnement. On tag Cybèle. Mais attends, je ne suis pas dans le sujet. Moi, ils n'ont pas parlé d'aller acheter des services sexuels, d'aller chercher de l'aide d'une professionnelle. Ces gens-là ont droit à avoir une sexualité bien au-delà de ça, en fait. Un droit à la vie intime, une liberté de la sexualité, mais qui dépend de l'intégration des personnes dans la société, donc de la lutte contre l'exclusion, de l'accessibilité des lieux de rencontre, de sociabilité, de la possibilité d'avoir une vie autonome, d'avoir des choix, même quand on vit dans des institutions, d'avoir accès à des lits doubles, c'est aussi con que ça, hein, mais il y a plein de questions très, très pratiques. Donc les jugements, ils sont rarement faits en ayant tout ça en tête, et même les personnes handicapées qui rejettent beaucoup ce qu'ils voient à mon sujet, en fait, c'est moi comme symbole, et c'est pas moi. S'ils écoutaient mon discours en ce moment, ils auraient peut-être une vision différente, sauf ceux qui sont franchement contre la prostitution. Et du coup, moi, ça me permet peut-être, à la limite, de réorienter, parce que je me rends compte que dans les accompagnantes sexuelles, je suis une des rares qui a ce discours aussi, ou qui essaie de faire passer ce discours avec deux éléments. Le premier élément, c'est que ce que je fais, c'est du travail sexuel. C'est pas différent des autres prostituées, c'est pas différent des escortes. Et si vous croyez que les escortes ne voient pas de personnes handicapées ou font pas de l'accompagnement, vous avez des préjugés envers les escortes. Et l'autre discours que je dis, c'est que je ne suis pas la réponse à la problématique handicap et sexualité. Je ne dois même pas être dans la liste, je suis en bas du brainstorm, en fait. Voilà. Justement, en ce moment, est-ce que tu as beaucoup de demandes dues au confinement ou le confinement n'a pas trop changé les choses, en fait? En fait, le confinement, c'est beaucoup de temps libre pour énormément de personnes. Donc, c'est beaucoup de tentatives d'entrer en contact avec moi. C'est vrai qu'à mes débuts, avant d'être très médiatisée, je répondais aux personnes qui m'avaient trouvée par amis d'amis, etc., et qui m'écrivaient sur Messenger. Seulement, ces demandes-là me viennent de partout en France. Moi, je vis en Savoie. J'ai une qualité de vie autour du fait que je ne veux pas me déplacer sur d'énormes distances. Même le reportage qui a buzzé, il était sur Lyon parce que j'y avais quelques clients, mais je ne vais pas sur Lyon à toutes les semaines. Donc cette idée que je vais me déplacer partout en France, que voilà, il y a des gens qui veulent aussi avoir des références, mais en France, mettre en relation une personne qui se prostitue avec un client, c'est considéré du proxénétisme, même si on le fait bénévolement. Donc, moi, si je donne des noms, je pourrais être accusée de proxénétisme. Quand c'était quelque chose de très très occasionnel, je pouvais prendre le risque. Mais si maintenant il y a une personne qui me veut du tort, notamment parce que je suis visible dans l'espace militant, elle peut se faire passer pour voilà, et essayer d'obtenir de moi une preuve de mon méchant proxénétisme. Donc tout ça fait que je suis débordée de messages en fait, mais ce n'est pas des messages qui ont vraiment pour but d'obtenir des rendez-vous, donc je n'y réponds pas. Je ne fais pas la conversation sur Facebook. Je suis occupée en ce moment à essayer de trouver du logement, de la nourriture pour les collègues qui, elles, sont en grosse, grosse galère. Je pense que le sexe peut attendre pour pas mal de personnes à ce moment-là. Et par ailleurs, j'ai des contacts des anciens clients qui se préparent à prendre rendez-vous pour le mois de décembre parce qu'ils savent très bien que dans le premier confinement, moi, j'ai arrêté complètement, que je suis éligible notamment au Fonds de solidarité des entrepreneurs parce que je suis complètement déclarée. Et donc, je préfère arrêter complètement avec une population qui est peut-être vulnérable et qui a été laissée crever aussi pendant le premier confinement. Voilà, ça a été très, très choquant. Je pense que mes clients, les personnes qui respectent ma façon de travailler, ils l'ont parfaitement compris et ils attendent sagement leur tour, quoi. Oui. Cybèle, est-ce que tu aurais un message pour celles et ceux qui veulent réaliser leurs rêves? À réaliser leurs rêves, c'est tellement une question vaste. Moi, je ne sais pas si je rêvais d'être la personne fabuleuse que je suis au départ. En tout cas, se retrouver. Mais le pire, c'est que quand j'étais voyageuse, à un moment, j'étais une influenceuse dans le domaine du voyage un peu alternatif et les gens me posaient le même genre de questions. Et moi, j'ai jamais vraiment rêvé de faire les choses que je voulais. Je pense que j'ai fait les choses que je voulais au fur et à mesure qui m'ont semblé pertinentes avec la boîte à outils que j'avais. Donc, j'avais pas les mêmes ressources quand j'avais 18 ans, 20 ans et que je me suis retrouvée hors de chez moi, que j'ai dû faire les poubelles, que j'ai dû me démerder. Et j'avais pas les mêmes ressources que quand j'ai commencé à me prostituer à 30 ans ou après avoir été nomade pendant 12 ans. Voilà. Et je pense que quand on veut réaliser ses rêves, il faut juste faire déjà un premier pas.
Et il ne faut pas que le rêve reste un truc complètement distant, abstrait, une espèce de lumière au bout du tunnel qui justifie qu'on reste là où on est. On a besoin d'ajouter des outils dans sa boîte à outils, hein, on a besoin d'ouvrir ses possibilités et on doit réussir à pouvoir faire un premier pas, juste un premier pas. Et moi, j'appelle ça, ouais, je suis allée jusqu'en Asie centrale avec le vélo en partant de Chambéry. Mais j'étais pas cycliste. Et comment est-ce qu'on fait un truc comme ça? Ben, on donne un coup de pédale et puis on en donne un autre et puis on en donne un autre. Donc, je pense que cette politique des petits pas, en fait, elle permet d'être aligné avec soi-même, et de réaliser des rêves à notre mesure, surtout, d'avoir des petites victoires. Et ces petites victoires-là nous donnent aussi du carburant pour avoir d'autres victoires derrière. Ou si un jour on doit mettre le genou par terre et dire bon, bah, je dois abdiquer, on aura la tête haute parce qu'on aura vraiment fait ces pas-là vers notre objectif. Sibelle, est-ce que tu as une anecdote, toi, qui t'a marqué, touché, transformé? J'imagine plusieurs, mais une qui t'a vraiment marqué. Allez, je déteste les superlatifs. C'est des questions, on finit toujours par répondre les mêmes choses. Ah oui, alors je vais en raconter une dans le cadre de mon travail avec le handicap, justement. Ouais. C'est une personne dont j'ai été la première fois, hein, sexuellement, la première rencontre. Il a été ma première fois d'ailleurs, c'est la première fois que je faisais ça sur un fauteuil électrique, hein, pour tout vous dire. Et il y a un moment où je l'avais plutôt déshabillé, hein, forcément, pour qu'on fasse les choses, mais il était sur le fauteuil. Et je me suis rendu compte en discutant avec lui, parce qu'on discutait après l'amour, voilà. Et il m'a dit que bah, il s'était jamais regardé. Parce que comme bah, les corps des personnes handicapées, même dans un contexte d'autonomie, sont souvent touchés pour le soin, ils sont rarement touchés pour le plaisir. Et faire une demande comme s'il te plaît, laisse-moi à poil devant mon miroir, quand on sait que le temps des auxiliaires de vie il est souvent compté, c'est quelques heures par jour pour se mettre au lit le soir, pour manger, pour se lever le matin, voilà, il n'y a pas beaucoup de latitude. Et puis c'était un truc qu'il n'avait jamais fait. Donc j'ai pris le temps de le foutre devant le miroir, de lui laisser un petit moment, et puis c'était ok, bah, regarde, il y a des choses qui sont appréciables chez toi, mais surtout c'est ça qui est toi en fait. Déjà factuellement, c'est ça qui est toi. Et ça, j'y repense souvent en fait, que déjà dans la capacité d'avoir accès à la sexualité pour des personnes handicapées, déjà juste la connaissance de soi-même, ça m'a vraiment touchée, ça m'a fait comprendre que c'était pas forcément que le relationnel de moi avec eux, que voilà, ça a été une étape dans ma compréhension de tout ça. Et j'y repense encore avec beaucoup d'émotions. Ouais. Alors pour finir, ah non, j'ai encore 2 questions. Actuellement, avec toute ton expérience, est-ce que tu aimerais mettre un projet en lumière? Un projet de cœur? Ou pas du tout? Alors, bah, il se trouve que depuis juillet, je suis secrétaire générale du STRAS parce que le syndicat du travail sexuel a été très frappé par le confinement, au niveau de nos forces militantes, au niveau des personnes qui nous entourent. On a eu des décès, on a eu vraiment des épreuves très très dures. Et moi, je sais que j'ai un tempérament de leader, mais ce n'est pas forcément ce que je veux faire. Et un projet que j'ai vraiment, ça serait de faire un MOOC, un cours massif en ligne, pour parler de ce que j'appelle avec fierté la putologie. Et la putologie, en fait, c'est ces études sur le travail du sexe qui met en lumière des connaissances qu'on a déjà, notre histoire, l'histoire de nos luttes, l'histoire de nos militants, l'histoire, mais aussi la sociologie, les profils des personnes, la lutte contre la traite et l'exploitation des personnes, la lutte contre la prostitution des mineurs ou de l'exploitation infantile. On a beaucoup de données là-dessus, on a beaucoup d'écritures qui ont été faites par et pour les personnes ou avec des chercheurs alliés. Et c'est vrai qu'il y a très peu d'informations qui se rendent jusqu'au public et même jusqu'aux militants, que nous, des personnes qui se battons pour nos droits, on peine à trouver cette info. Donc je rêve d'avoir cette espèce de MOOC ou du moins d'avoir de la vulgarisation putologique pour pouvoir faire comprendre aux gens toutes les réalités qui entourent le travail sexuel, que l'on soit privilégié ou non. Et ça se traduit notamment par les projets que j'ai autour de ma putothèque, qu'on trouve un petit peu au niveau de ma chaîne Facebook, un petit peu sur YouTube aussi, où j'avais présenté, je m'en étais fait offrir à une époque. Du coup, on trouve un peu tout ça, et je fais mes lectures, et je partage aussi des copies d'écran sur Twitter. Voilà, c'est déjà quelque chose qui me passionne, et j'essaie de lire un max déjà de personnes qui sont elles-mêmes prostituées pour les écouter elles, mais aussi des personnes, voilà, des études
des 20 ou des 30 dernières années sur le sujet et même de l'histoire ancienne. Et j'aimerais vraiment pouvoir partager ça, en fait. C'est une passion pour moi de vulgariser tout ça. Et c'est un projet que j'ai en tête que je veux porter dans les 3 prochaines années au maximum. C'est un très, très beau projet en tout cas. Alors pour finir, est-ce que tu aurais, est-ce que tu aimerais remercier des personnes qui ont fait de toi ce que tu es, en termes de valeur? Ça ferait beaucoup de monde, hein, je pense. Non, parce que, en fait, dans chaque communauté dans laquelle j'ai été, il y a eu des personnes qui ont fait de moi qui je suis. Et je ne dis pas ça pour faire cliché ou quoi que ce soit, mais en fait, souvent, c'est même des personnes qui m'ont troublée, avec lesquelles je ne m'entendais pas, des personnes avec qui j'ai clashé, des personnes qui me remuaient trop et donc que je n'étais pas capable de fréquenter, en fait. Mais elles m'amènent à me poser des questions, elles m'amènent à me structurer, à clarifier. Moi, j'ai toujours eu cette idée qu'on avait la possibilité d'améliorer qui on est. Hein. C'est vrai qu'on bon, vieillit, on se dégrade un peu d'une certaine façon, mais d'un autre côté, on peut toujours essayer d'être une personne meilleure, de se remettre en question, et j'espère que je vais pouvoir continuer toute ma vie. Donc ça, c'est peut-être la valeur que je souhaite la plus garder pour moi-même. Et dans toutes les communautés, il y a des gens qui nous font chier, qui nous contredisent, qui nous engueulent, qui nous font nous rendre compte de nos grosses bêtises, qui sont souvent moins privilégiés que nous, qui sont en colère, qui sont parfois inaudibles parce qu'ils sont en colère. Mais en fait, quand on gratte derrière, ils ont des arguments qui peuvent être très valides, très, très intéressants, très bouleversants. Et donc, je pense que d'avoir des lieux où on n'est pas à 100% safe, où on est loin du safe, pour pouvoir observer ces comportements-là, bah, c'est absolument nécessaire. Et dans toutes les communautés, je remercie les gens qui n'hésitent pas à bouleverser les autres, en fait, Ouais. dans leur certitude. En tout cas, sur ce, Cybèle, je te remercie infiniment pour ton partage, ton temps et tout ce que tu fais, quoi. C'est essentiel, hein, c'est très important. Et Ça a puis du sens continue pour moi. à faire le bien, quoi. C'est important. Et vous aussi. Merci. Je pense que c'est une chaîne, on fait ce qu'on peut, hein. On fait de notre mieux, j'espère, Ouais, en tout cas. Mais oui. ça a du sens, en tout cas. Allez, bisous Merci. à tous.